Bonjour, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler de la communication avec une personne autiste ou une personne présentant un TSA. En fait, j'ai décidé de vous parler de ça. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai justement pas mal de personnes autour de moi qui ne savent pas très bien quand ils viennent à la maison. Ils ne savent pas comment on peut s'adresser aux enfants. On me pose souvent la question, est-ce que je peux leur demander il ne m'a pas répondu, il ne m'a pas entendu. Donc voilà, je me dis que cette vidéo peut à la fois aider les parents à trouver des moyens de communiquer mieux avec leurs enfants ou à développer peut-être une communication avec leurs enfants. Et ça peut éventuellement aider des personnes qui ne vivent pas dans le monde de l'autisme, donc qui ne sont pas parents ni enseignants, etc. Et qui pourraient du coup avoir des informations sur la manière dont ils peuvent aborder une personne avec autisme. En sachant évidemment qu'ils sont tous différents et que voilà, moi je vais vous donner des infos, des astuces un peu générales, mais que c'est toujours intéressant d'avoir une conversation peut-être avec le parent ou le responsable de la personne avant d'essayer quoi que ce soit, parce que certains peuvent fonctionner de manière totalement différente et peuvent ne pas vouloir du tout de contact et se sentir agressés quand une personne les aborde. Donc c'est toujours mieux d'en discuter d'abord avec un responsable. Alors la première chose, et ça je pense que c'est vraiment un système universel, c'est qu'il faut parler lentement, pas non plus je suis, voilà, quand je dis lentement, c'est ne pas aller trop vite, voilà, pas dévaler 50 millions d'informations et parler très vite, etc. C'est juste essayer de parler comme je suis en train de le faire maintenant, comme si vous étiez en train d'expliquer quelque chose à un enfant plus petit. Parler calmement, lentement et clairement pour que la personne comprenne que vous adressez à elle et qu'elle ait le temps de traiter toutes les informations que vous lui apportez. C'est important de faire des phrases courtes et d'aller droit au but, de ne pas commencer à parler de la pluie, du beau temps et de partir dans tous les sens. Si vous attendez une communication claire, il faut utiliser des phrases courtes et poser des questions courtes et claires à la personne qui est face à vous. Pareil, si vous voulez donner des consignes, il faut toujours essayer de donner une consigne à la fois. Je vais donner un exemple du quotidien que je rencontre ici. Si je demande par exemple à mon fils d'aller récupérer ses chaussettes à l'étage parce qu'il a l'art de monter dans sa chambre, de s'installer dans son lit et de laisser traîner ses chaussettes un peu partout, si je lui dis Théo, va chercher tes chaussettes, c'est fort probable que Théo va comprendre mon instruction, va monter, va aller chercher ses chaussettes. Bon, il arrive qu'il y ait une distraction ou l'autre en route, ça c'est encore un autre souci. Mais voilà, l'instruction à la base, il l'a comprise. Il va aller chercher ses chaussettes, il va les remettre, il va descendre ou il va descendre avec ses chaussettes dans les mains. Et alors là, on peut éventuellement donner une instruction supplémentaire en lui demandant, mets tes chaussettes dans le bac à linge sale ou des choses comme ça, ou remets tes chaussettes aux pieds ou peu importe. Maintenant, si vous dites à l'enfant, écoute, je dois faire une lessive, il faudrait bien que tu ailles chercher tes chaussettes, monte un petit peu, prends tes chaussettes, viens les mettre dans le bac à linge sale, vous aurez complètement perdu la personne. Il est vraiment important de se rendre compte qu'ils ont beaucoup de mal à traiter les informations et que si on les submerge dès le départ d'informations, ils vont faire soit un blocage, soit ils vont être complètement noyés, ils vont entendre un mot par-ci par-là et on aura perdu un peu le fil et du coup la personne ne pourra pas exécuter ce qu'on lui demande. Alors là, il risque d'arriver quoi? On va se dire, il n'est pas capable, alors qu'en fait, si, il est tout à fait capable, c'est juste que là, l'information a été apportée de manière un peu trop surchargée et il ne sera pas capable de la traiter. Ça, on est bien d'accord. Mais si l'information est apportée de manière courte, facile à gérer pour lui, alors à ce moment-là, il sera capable de faire l'action. Donc le problème de la personne TSA ne vient pas forcément du fait qu'elle n'est pas capable de faire une action, c'est que si on lui donne une consigne trop compliquée ou une consigne noyée dans un flux d'informations,
la personne ne sera pas capable alors de traiter l'information et par conséquent de faire l'action. Donc voilà, ça je pense que c'est vraiment super important de mettre l'accent là-dessus. Donc phrase courte, une consigne à la fois, parler clairement, parler pas trop vite, ne pas noyer d'informations. Et alors, ce qui est important aussi, c'est de respecter, en tout cas ça c'est quelque chose que j'ai constaté chez mes enfants, c'est de respecter un temps de latence. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que justement, il y a un délai de traitement de l'information chez l'enfant ou chez la personne avec TSA qui fait que son cerveau va devoir un peu travailler pour comprendre ce qu'on vient de lui dire ou de lui demander. Résultat des courses, bien, on peut avoir un certain temps de latence qui est plus important que chez une personne neurotypique pour avoir une réponse ou une réaction à ce qu'on vient de demander. Généralement, c'est un conseil qui m'avait été donné par une professionnelle avec qui j'ai travaillé. Si vous posez une question ou vous donnez une consigne à votre enfant, essayez de compter jusqu'à 10 avant de vous attendre à une réponse ou à une réaction de sa part. Et ça, je trouve qu'avec l'adolescence et la petite flemme de l'adolescence qui vient s'ajouter, ça s'accentue encore, surtout au niveau des réactions. Moi, j'ai un de mes gamins, quand je lui demande quelque chose, et je dis « Hugo, tu vas mettre la table », parfois je me dis « il s'en fout » ou « il va pas le faire », mais non, en fait, il faut juste le temps qu'il démarre, il sait, il a compris qu'il avait quelque chose à faire et il va le faire, mais il faut juste lui laisser le temps de se mettre en route et de commencer l'action. Je me suis rendu compte que lui répéter plusieurs fois « Hugo, tu vas mettre la table. Hugo, je t'ai demandé de mettre la table. » Si, je ne dis pas qu'il ne faut pas le répéter. Si vous voyez qu'au bout de 5-10 minutes, il ne l'a pas fait, il faut quand même réagir. Mais si vous lui dites quelque chose et qu'il ne se lève pas dans la seconde pour se mettre en route, il faut lui laisser un peu le temps. Je me rends compte que moi, si je répète un peu trop régulièrement et trop vite, je provoque de l'agacement parce que voilà, il se dit oui, j'ai bien compris, voilà. Donc c'est quand même quelque chose de super important. Pareil, si vous posez une question, il faut réaliser que déjà il y a des enfants qui sont non verbaux, il y a des enfants qui sont verbaux et qui vont avoir un certain temps de latence. Pourquoi? Parce que imaginez-vous un peu que c'est un peu comme s'il devait chercher dans tous les tiroirs ou dans toutes les bibliothèques de son cerveau pour trouver le bon mot ou la bonne réponse à vous donner. Voilà, cette recherche dans leur cerveau, ça prend un certain temps et il faut leur laisser le temps de le trouver. Si c'est un enfant qui parle via un système de communication alternatif, il peut aussi d'abord avoir le temps de chercher dans son cerveau, alors qu'est-ce que j'ai envie de lui répondre, et puis après il faut encore lui laisser le temps de le trouver dans son système de communication alternatif. Donc c'est vraiment important de prendre en compte ce moment de latence. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'on pourrait très vite penser qu'il y a un problème de capacité à comprendre la question ou à répondre à la question ou encore à faire une action, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Ils ont juste besoin de plus de temps pour traiter l'information et encore plus s'ils doivent traiter l'information puis ressortir quelque chose, une réponse ou autre. Donc voilà, il faut toujours bien prendre en compte ce temps de latence. Alors on sait que aussi ils sont souvent un peu dans la lune ou dans leurs pensées, etc. Donc quand on leur demande quelque chose, c'est important aussi, je pense, d'attirer leur attention dans un premier temps. Alors voilà, on ne peut pas les interpeller en insistant pour les regarder dans les yeux. Regarde-moi, je vais te poser une question, machin, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui peut être compliqué pour eux aussi. Mais moi simplement, je dis leur prénom. Donc je commence toujours ma question par Hugo, tu veux bien faire ceci? Théo, tu veux bien faire cela? Comme ça, ils entendent leur prénom. Il y a une réaction. Et alors, à ce moment-là, on les interpelle et on leur dit ce qu'on attend d'eux. C'est assez important. Pourquoi? Parce que généralement, il y a des conversations. On discute, on est à la maison, on discute avec notre mari, on discute parfois au téléphone ou parfois même on parle tout seul parce qu'on a plein de choses à faire. Et on se dit, ah tiens, il faut que j'aille faire ça, machin. Donc du coup, les enfants ou les personnes qui sont là, elles sont dans leur petite bulle, dans leur petit monde. Et il est important, en fait, moi j'associe ça vraiment au fait qu'en disant leur prénom, je vais un peu percer la petite bulle pour leur dire, c'est bien à toi que je m'adresse maintenant, donc essaye d'être attentif. Donc voilà, je pense que ça c'est quelque chose qui est important aussi.
Pour les enfants qui ont un mode de communication alternatif, comme une tablette de communication ou un système PEX, parfois ça peut être important aussi d'utiliser vous-même ce système PEX ou ce système de tablette de communication et de modéliser sur la tablette quand vous voulez lui demander quelque chose. Comme ça permet à l'enfant d'avoir une meilleure compréhension et aussi de comprendre qu'il peut utiliser l'outil pour vous répondre également. Donc c'est super intéressant. Quand on essaye, comme moi j'ai avec un de mes garçons, j'essaye vraiment de développer la communication verbale parce qu'il est capable de le faire, mais il manque encore parfois de vocabulaire et par certains moments de la journée, il est trop fatigué et c'est un peu compliqué pour lui de réussir à trouver justement dans tous ces petits tiroirs les termes adéquats pour me répondre. Alors ce que je fais, c'est que je crée dans sa tablette vraiment, comme je pourrais dire, un bouton de conversation, donc avec les mots essentiels qui me permettent d'avoir des échanges avec lui. Par exemple, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? Oh, il a plusieurs boutons pour lui permettre de répondre à cette question. Ah, c'était chouette, tu as aimé, tu n'as pas aimé. Ben voilà, et on a tous ces boutons qui sont à disposition et on a ce petit moment de conversation qui permet, ben voilà, si vous voyez que l'enfant ne répond pas, vous pouvez initier vous-même aussi. C'était bien, c'était chouette, oui, tu as aimé, ah ben c'est chouette, alors ça c'est quelque chose que tu aimes bien, donc on appuie sur le bouton j'ai aimé. Donc si vous savez par exemple dans son journal de classe qu'il a fait dans sa journée, ça peut vous aider aussi à répondre dans un premier temps à sa place. Ah, il paraît que tu as fait ça de la menuiserie. Oh ben c'est chouette, c'est bien, tu as travaillé du bois, c'est chouette. Voilà, on essaye d'initier comme ça. Donc on peut nous-mêmes utiliser les outils de communication de la personne pour l'inciter à communiquer avec nous par la suite. Il faut aussi être conscient qu'on ne peut pas systématiquement attendre une réponse. Moi, c'est quelque chose que je me suis mise en tête, mais c'est quelque chose qui ne m'a jamais empêché de parler à mes enfants. Donc voilà, parfois, je leur pose des questions, la réponse, elle vient jamais, ou c'est moi qui l'amène systématiquement. Parfois, je demande quelque chose et j'ai pas de retour clair, mais je pense que c'est important de malgré tout continuer. Moi, j'ai fait ça depuis qu'ils étaient tout petits. On m'avait dit qu'ils ne parleraient jamais. Et depuis qu'ils sont tout petits, je leur ai toujours parlé. Je leur ai toujours raconté des choses. Je leur ai toujours dit ce que je faisais. Ah ben maman, elle va faire ça avec toi. Ah, viens, on va jouer au ballon. On va faire... Voilà, je ne fais pas les choses sans les exprimer verbalement ou sans les modéliser avec leur tablette de communication. Et je n'attends pas spécialement un retour de leur part parce que ça crée de la déception. Maintenant, vous verrez que si vous agissez comme ça et que vous n'attendez pas quelque chose particulièrement, peut-être qu'un jour, et moi ça m'est arrivé, peut-être qu'un jour, vous y attendrez pas du tout et il y aura une réponse ou il y aura une réaction qui va venir de ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi? Parce que l'enfant va voir que vous avez modélisé ça pendant très longtemps et il va savoir qu'en fait, c'est ça que vous attendez quand il vous pose ce genre de questions. Donc voilà, moi au début, j'avais mon fils qui me racontait absolument rien de sa journée d'école. Je parlais dans le vide total quand j'essayais de communiquer avec lui sur la journée d'école. Maintenant, on n'y est pas, hein. Il n'est pas en train de me raconter tout ce qu'il a fait sur sa journée, mais j'arrive avec lui à reproduire un peu son horaire de la journée, à savoir ce qu'il a mangé comme collation, à savoir, voilà, est-ce qu'il a été faire une promenade, voilà. Donc, il y a vraiment possibilité d'y arriver et d'obtenir des informations et de communiquer avec une personne autiste en utilisant toutes ces petites astuces. Voilà, j'espère que ça aura pu être utile à certains d'entre vous et je vous souhaite une très belle journée.